Donc merci pour l'invitation. Je vais donc vous parler de l'Institut éco-citoyen et de sa partie justement citoyenne. Et pourquoi on appelle ça un centre de recherche participative? Déjà avec un peu d'histoire. Alors on s'éloigne effectivement de Beyrouth et du Liban en prenant cette métropole Aix-Marseille-Provence et plus particulièrement ce qui se passe dans le golfe de Fos. Je ne sais pas si vous situez un peu. On est à 50 km à l'ouest de Marseille et vous avez ici l'étang de Berre, donc ce grand lac, là, cette lagune immense, et puis le golfe de Fos qui est en fait la résultante de l'enroulement du Rhône là, qui coule ici, qui s'enroule là, et qui fait ce golfe avec ce qu'on appelle le thé de la Gracieuse. Donc voilà, vous avez l'essentiel de l'industrie lourde en Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'une façon générale dans le sud-est de la France, avec comme particularité, mais un peu comme à Dunkerque et aussi un peu comme le sud lyonnais, une grande diversité dans les activités industrielles. C'est-à-dire que là, on a qui se mélangent des activités de raffinage, pétrochimie. On a de la sidérurgie avec un grand site ArcelorMittal qui est en rouge. De la logistique, évidemment, avec un trafic routier et maritime extrêmement important. Et plus récemment, et c'est d'ailleurs ce qui a engendré en fait la création de l'Institut éco-citoyen, le traitement des déchets. Donc là, on voit bien que dans ces différentes activités, on a différents types d'émissions. Ces émissions sont extrêmement intenses. Intenses et diversifiées, ça veut dire qu'on a une complexité, a priori, de la caractérisation de l'environnement, que ce soit la composition de l'air, mais aussi parce qu'on est sur un site industriel assez ancien, une complexité dans la chimie des sols et dans en fait la connaissance de ce qu'on appelle pollution, comment ils migrent et qu'est-ce qu'ils font sur la santé. Alors pourquoi j'ai dit que l'activité de déchets avait déclenché la création de l'Institut? Eh bien, parce que la communauté urbaine de Marseille, au début des années 2000, a été confrontée à une décision imposée par l'Union européenne d'interdire les décharges à ciel ouvert, moyen par lequel Marseille se débarrassait des déchets, en plein dans le... Ici, là. Enfin non, c'est un peu au nord de l'aéroport que vous voyez là, dans la décharge qu'on appelle la décharge d'Entresaint. Et donc il a fallu trouver une solution, et cette solution a été l'installation d'un incinérateur, mais non pas sur la communauté urbaine de Marseille, mais à 50 km de là, donc en dehors de tout lien, en fait, à part un lien administratif qui est que ici, c'est la zone industrielle ou portuaire de Fos qui est administrée à la fois par le préfet et le maire de Marseille. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un transfert possible de cette activité de traitement des déchets qui a fait apparaître une grande interrogation, puissamment relayée par les associations, puissamment entendue par les élus locaux, à savoir qu'on se demandait pourquoi la ville de Marseille se débarrassait des déchets à Fos. Et qu'est-ce que ça allait faire sur la santé, etc. etc. Et donc, en fait, la création de l'Institut provient du fait qu'on s'est rapidement rendu compte que, compte tenu de la connaissance existante qu'on avait sur les milieux et sur l'effet des polluants sur la santé, il était impossible de dire si oui ou non, ou de quelle mesure, etc. Cette activité allait faire des dégâts sur la santé, compte tenu de l'activité sidérurgique, etc. Donc on était bien en peine d'apporter une réponse aux citoyens. Donc il a été décidé par les élus de créer une instance scientifique qui permettait de rassembler la connaissance et de dresser un certain nombre d'activités de recherche pour pouvoir combler les lacunes qu'on avait, qu'on voyait sur la connaissance sur les pollutions. Alors cette instance, l'Institut éco-citoyen, en fait, c'est un outil. On est tenté de dire que c'est un outil politique ou un outil scientifique. En fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que ça a été décidé par les politiques sous l'impulsion des citoyens.
mais qu'il se fonde bel et bien sur un conseil scientifique et un partenariat avec des structures de recherche. Ça a été mis en avant tout de suite, dès le début, bien évidemment, pour montrer que ce qu'on allait faire là n'était pas du tout pour remplacer des structures existantes et parfaitement légitimes à produire des données environnementales, mais bien pour compléter cette donnée-là et pour intégrer la donnée de façon à mieux comprendre ces histoires de transfert et à mieux comprendre les impacts sur la santé. Et c'est pour ça que l'Institut, en fait, son premier principe, c'est d'avoir une équipe qui étudie tous les milieux dans une seule et même structure. Ça nous permet de voir les interfaces, ça nous permet d'étudier ces questions de transport, de transformation des polluants d'un milieu à un autre, et surtout de connaître les voies d'exposition des populations. Et en parlant de population, c'est le deuxième principe, c'est de lier systématiquement l'environnement et la santé. Quand on fait une étude environnementale sur la composition des sols, par exemple, eh bien, on tente, par des voies toxicologiques, justement, on tente d'aller jusqu'à la caractérisation d'un risque sanitaire et d'aller voir au niveau du monde médical, du CH2, du centre hospitalier, des nombreux centres hospitaliers d'ailleurs qui sont sur le territoire, si on observe ce qu'on craint ou ce qu'on a pu mesurer par modélisation ou approximation. Dans l'autre sens, nos liens avec le monde médical, et notamment les CPTS, nous amènent des questions par rapport à l'incidence de certaines pathologies plus fortes sur cette région qu'ailleurs. Alors, il faudrait faire des études épidémiologiques en pagaille pour savoir la raison pour laquelle, etc. Donc, on n'en est pas là. Mais ça nous dresse quand même un certain nombre de pistes d'études pour aller voir si les observations qu'on a au niveau de la santé se retranscrivent sur quelle est la raison en fait, en matière de pollution. Est-ce qu'on peut expliquer ces incidences? Et puis le troisième principe, c'est l'implication des citoyens à la connaissance. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ce refus de l'incinérateur à Fos. C'est rien de le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des manifestations, il y a eu une implication personnelle, individuelle des habitants dans cette question-là. Et dans la construction de l'Institut, on a décidé de profiter, entre guillemets, de cette dynamique pour pouvoir impliquer justement les gens dans ce processus scientifique, dans la question, qu'est-ce qu'on appelle étude? Est-ce que vous-même, vous disposez de la connaissance en étant né ici, en sachant ce qui s'est passé, en ayant vu les transformations du territoire, en connaissant les usages, etc. Donc il y a une connaissance, bien évidemment, que les chercheurs n'ont pas. Et puis, il y a cette vie du territoire qui fait que, politiquement, ça a quand même un sens d'impliquer les populations dans le processus de production de la connaissance. Justement pour limiter cet effet de fake news, d'interrogation, d'affirmations très souvent fausses, et qui sont mal perçues par ceux qui sont ciblés. Et du coup, ça fait du conflit. Quand on implique tout le monde dans une méthode scientifique, les choses s'aplanissent et le débat public se résout. Alors, ce n'est évidemment pas uniquement l'Institut éco-citoyen qui fait ça, mais le processus de concertation, par exemple, est très amélioré par l'action de nombreux organismes locaux, le S3PI, Atmos Sud, qui participent tous et qui animent tous ce processus de concertation. Donc on voit bien que alimenter les populations d'une donnée mesurée, en expliquant comment elle a été mesurée, voire en impliquant ces personnes dans cette mesure-là, c'est quand même le bon sens. Mais je pense que je ne convainc personne, vous auriez pu le dire avant moi. Alors, 2 mots sur la structure de l'Institut. En fait, il repose sur 3 pieds. L'Institut éco-citoyen, il est déjà composé d'un conseil d'acteurs locaux. C'est le conseil d'administration. Ce sont les représentants des grands acteurs, enfin grands ou petits, mais en tout cas des acteurs du territoire, que sont les exploitants industriels, les associations de défense de l'environnement, le monde de la recherche et le monde médical, les collectivités bien évidemment, et le Grand Port maritime de Marseille en tant que gestionnaire de cet espace.
Alors là, on voit bien qu'on a réuni dans ce conseil d'administration ceux qui se faisaient la guerre sur l'incinérateur. Voilà, c'est exprès. C'est pour poursuivre en fait le conflit. Il n'y a pas de problème d'avoir un conflit. Ça fait remonter les questions et du coup, ça permet de les traiter aussi. Le deuxième pied, c'est le conseil scientifique, qui est composé d'une quinzaine de chercheurs ou de praticiens de la santé. Là, j'ai mis une liste de laboratoires partenaires. Évidemment, d'année en année, ça change en fonction des études qu'on mène. Mais on a le CRH, voilà, qui a été cité ce matin, le laboratoire de chimie de l'environnement, etc. Et puis, on a les citoyens volontaires qui sont regroupés dans ce qu'on a appelé au début le groupe de volontaires, mais qui aujourd'hui s'appelle l'Observatoire citoyen de l'environnement. Observatoire citoyen, d'ailleurs, qui a été mentionné par vous, je crois, hein, au Liban, c'est l'Observatoire citoyen de la santé, je crois, urbaine. Voilà. Donc c'est l'Observatoire citoyen de l'environnement qui a été créé en 2012 grâce aussi au soutien du ministère de l'Environnement, enfin je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, mais du ministère dédié à l'environnement de l'époque qui cherchait un rapprochement entre la société civile et la recherche. On en était à ces questions-là hein, quand même, ça fait un peu plus de 10 ans, donc on voit bien l'évolution que ça a pris. Et alors, ce groupe de volontaires, cet observatoire citoyen, lui est composé d'une centaine, 120 aujourd'hui, volontaires qui sont formés à l'observation de paramètres, d'ailleurs de bioindicateurs, très très souvent. Et ces paramètres sont liés à l'usage que ces citoyens font de l'environnement. Vous avez des particuliers, vous avez des jardiniers, vous avez des pêcheurs ou des plaisanciers. Bref, vous avez des gens qui pratiquent des environnements très différents. C'est vrai qu'on est dans une région qui est quand même qui est une mosaïque d'environnements extrêmement différents. Et donc, ça nous permet de proposer comme ça des protocoles dans lesquels ces usagers de l'environnement s'inscrivent assez naturellement. C'est-à-dire qu'on a facilité l'implication citoyenne en accompagnant tout simplement leur usage de l'environnement. Alors justement, je vais dire deux mots de l'observatoire qu'on appelle VOCE. VOCE, c'est les volontaires pour l'observation citoyenne de l'environnement. Donc il a été créé en 2013, aujourd'hui 120 volontaires. Bon, vous voyez un peu le schéma, c'est-à-dire qui nous sert à collecter, qui nous sert aussi à donner plus d'accessibilité à la donnée, puisqu'il y a un rapprochement des volontaires avec l'équipe et avec les laboratoires partenaires. Et puis, il participe également à l'élaboration et à l'amélioration de ces protocoles. Alors tout ça, là, je suis en train de parler de la remontée de données, c'est-à-dire les citoyens comme étant des agents de la mesure de l'environnement. On va mesurer, on va observer la biodiversité lichenique, on va observer la biodiversité marine, on va mesurer la hauteur de la nappe phréatique de l'accro. On va faire ces choses-là qui vont faire remonter de la donnée, qui vont compléter en fait des études qui sont en cours de réalisation au niveau de l'Institut. Ça, c'est le premier sens. Il y a une autre attente qu'on a et dont on s'est aperçu en cours de route, en fait. On n'a pas créé l'Observatoire citoyen de l'environnement pour ça. C'est que les gens, en nous confiant leurs données, ils nous confient aussi leurs idées, ils nous confient leur colère, ils nous confient leur vécu, en fait, du territoire. Et donc ça permet déjà de dialoguer, ça nous permet de transmettre la méthode, toujours, parce que c'est pas parce qu'on forme quelqu'un dans un protocole qu'il comprend l'autre protocole. Donc il y a toujours, évidemment, des représentations. Et donc ces représentations, elles permettent, l'accès aux citoyens permet de travailler sur ces représentations, mais ça permet surtout d'avoir le bruit du territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des pans entiers de la recherche ou de la connaissance scientifique qui sont absents et qui, par le processus de la recherche en silo, ne permettraient pas d'être identifiés. Donc, les citoyens, en faisant ça, sont à l'initiative de certaines démarches. Je vais vous prendre un exemple.
Au tout début de la création de l'Institut, de l'existence de l'Institut, deux plaisanciers ont passé la porte de la structure qui comptait, je crois qu'on était 4 à l'époque, en nous disant on fait du bateau sur le golfe de Fos et jour après jour, la couleur de l'eau change. Parfois elle est bleue, parfois elle est rouge, elle est brunâtre, elle est marron, elle est noire. Donc nous on en a marre, parce qu'en plus les bateaux ils ont aussi cette couleur-là. Et donc il faut que vous nous prouviez, vous scientifiques, que ce golfe de Fos est bel et bien pourri, qu'il est très pollué. Et donc il faut le prouver, il faut montrer ça sous le nez du préfet. Voilà la demande citoyenne, l'expression. Et donc bon, on a dit OK, très bien. Et donc en discutant, il fallait caractériser effectivement le niveau de pollution de ce golfe de Fos, tout en sachant que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le golfe, il est bordé par des installations industrielles qui toutes ont des protocoles de mesure environnementales. Donc on devrait avoir de la donnée, c'est évident. Effectivement, il y avait de la donnée, mais il faut savoir que chaque site industriel fait les choses différentes de son voisin. Donc il y en a qui font des moules, d'autres qui font des congres, des saupes, des herbiers de Posidonie, enfin voilà. Donc en fait, il y a de la donnée, mais il n'y a pas de connaissance. On ne peut pas agréger cette donnée-là. On ne peut pas l'intégrer dans quelque chose de compréhensible. On peut comprendre ce qui se passe en un point, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le milieu du golfe. Donc on a été assez embêtés par rapport à ces plaisanciers parce que la bibliographie, en fait, parce que les études remontent quand même au début du XXe siècle. On a étudié ce golfe de Fos depuis assez longtemps. On n'a pas pu leur donner une réponse très claire. Donc il a fallu qu'on fasse une étude intégrant l'ensemble du golfe de Fos, une nouvelle étude. C'est dommage, c'est cher, etc. Mais pour répondre à cette question-là, qui était importante, parce que visiblement, il nous manquait quand même une connaissance fondamentale, qui était le point zéro environnemental du golfe. Bon, ça manquait. Alors, très bien, donc on acte ça, et puis maintenant, il faut choisir le bioindicateur. Quel poisson on va prendre pour mesurer cette contamination, parce qu'on est bien dans la contamination chimique. Alors on a quand même, on a commencé à parler des moules. Non, c'est pas bon, c'est pas enfin voilà, le fonctionnement d'une moule ne permet pas en fait de traduire bien ce qui se passe sur le long terme. Ok. Donc après les poissons de roche, après on a vu passer des loups. Non, ils sont pas locaux, etc., etc. Et donc on est arrivé à des saupes. Et les saupes étaient les bons bio-indicateurs scientifiques. Mais là, on a vu arriver les pêcheurs qui, eux, n'étaient pas du tout d'accord sur le fait qu'on utilise les saupes pour prouver que le golfe de Fos était pollué. Parce qu'ils nous ont dit, si vous faites ça, nous, on n'a plus de boulot. Et donc, on va vous saper votre étude, on va faire tellement de bruit qu'on ne va pas l'entendre. OK ? Donc là, on a une intervention directe de la société sur un protocole scientifique. Et on leur a dit, mais qu'est-ce qu'on va prendre du coup ? Qu'est-ce qu'un bioindicateur, pour vous, permettrait d'avoir une donnée sans avoir de conséquences fâcheuses, a priori, sur votre activité ? Et les pourparlers ont abouti au congre, dont tout le monde se fiche, qui mange absolument tout ce que les pêcheurs pêchent, et qui en plus détruisent les filets. Donc, enfin, voilà. Donc ils nous ont dit, lui, lui, il est bien. Et donc, scientifiquement, ça avait du sens. Parce que le MIO, qui est le laboratoire spécialisé sur l'océanographie à Marseille, nous a dit qu'effectivement, le congre ne se déplaçait pas à plus de 400 mètres de son trou. Ce qu'on trouve, les congres qu'on trouve près du rivage, ce sont exclusivement des femelles, les mâles étant au fond. Et puis en plus, ce sont des individus qui n'ont pas pondu, parce que malheureusement, la femelle congre pond au fond du trou aussi, et il meurt. Donc ça veut dire que tout congre vivant à côté sur le littoral, c'est une femelle. Voilà, déjà, donc il y a quand même une certaine logique. Et voilà, on a fait cette étude-là qui... Donc on a prélevé les filets de 41 congres pêchés, sacrifiés,
Et ces filets nous ont montré une contamination différentielle entre l'Est et l'Ouest du golfe de Fos, avec la participation citoyenne également des pêcheurs qui nous ont aidés à pêcher ces animaux. Et donc on a eu une représentation en termes de métaux et de polluants organiques. Ce n'était pas la catastrophe, c'est-à-dire qu'effectivement le golfe de Fos n'est pas dans un état de pollution, bien au contraire. Il est même relativement sain sur ces types de pollution, mis à part des points noirs, et c'est là où c'était intéressant de les situer. Point noir au mercure, à l'arsenic, en fonction évidemment des activités industrielles passées et actuelles. Et puis aussi, on a identifié des polluants qu'on n'attendait pas. Des polluants, par exemple les pesticides. Dans un milieu industriel comme ça, on ne les attend pas. Il n'y a pas de fabricant de pesticides, c'est pour ça, mais on en a trouvé. Oui, il y a des silos, effectivement, qui sont là, qui sont tout au sud et qu'on n'avait pas repérés a priori et qui sont producteurs de pesticides à tel point qu'ils polluent les conques qui sont au milieu du golfe. C'est quand même assez majeur. Des sous-produits de chloration qui sont issus du rejet d'eau de Javel que certains industriels font, etc., etc. Et donc on a comme ça confirmé un état environnemental en identifiant des polluants qu'il fallait suivre. Voilà comment, et alors ces sous-produits de chloration ont intéressé les chercheurs qui eux-mêmes ont fait un projet présenté à l'ANR, accepté, et donc on a eu comme ça une étude sur les sous-produits de chloration tout à fait officielle à partir de la question de 2 plaisanciers qui sont venus pour nous dire il faut que vous prouviez que... Alors ils n'ont pas eu leur réponse, mais ça a été passionnant parce qu'ils ont été extrêmement intéressés. D'où la transformation en fait de cette dynamique de l'appartenance à un territoire, du fait de vouloir marquer son existence sur ce territoire. C'est pas facile de vivre un territoire comme ça. Et en fait d'être impliqué dans quelque chose qui crée et qui donne quelque chose de nouveau, une connaissance scientifique. Donc voilà un peu l'idée de l'implication citoyenne. On est loin des capteurs, effectivement. On est plus dans la participation d'une façon générale qui permet en fait d'être à l'initiative de certaines recherches calquées sur une réalité territoriale. Voilà, je pense que... Sinon, c'est... Enfin, alors oui, les protocoles, je vais pas les... Déjà, je suis proprement incapable de parler de façon précise, n'étant pas très scientifique moi-même. Mais je vous parlais donc de l'observation de la biodiversité lichénique en complément de ce que fait Atmosud et en complément de ce que font les chercheurs sur la caractérisation de la composition chimique de l'air. Là, on regarde en fait la biodiversité, c'est-à-dire l'effet de la pollution sur une certaine forme de vivant. Ce qui a du sens pour les citoyens. On a également la mesure des paramètres hydrologiques du Golfe, donc avec un trek comme ça qui va de Port-Saint-Louis-du-Rhône à Martigues. 5 points qui sont tous les mois mesurés par des plaisanciers, des pêcheurs, enfin la personne qui est disponible et qui fait ce trek qui dure quand même toute une journée. Hein. C'est loin d'être anodin. Et ça, on le fait depuis 2013. Donc, on commence à avoir une donnée donc, qui renseigne, alors pas tant sur la pollution en fait, du Golfe, augmentation de la température et évolution de la salinité. La diversité marine également. Donc là, on forme des citoyens, des plongeurs de 4 clubs de plongée. Pour aller pour enseigne, alors pas tant sur la pollution, c'est différent des calanques en fait. Donc merci à eux. Ils disent que c'est passionnant parce qu'ils n'auraient jamais l'occasion de plonger là, mais en tout cas, parler de la nappe de l'Accro, qui est un milieu très intéressant, assez bizarre, parce que la nappe phréatique de l'Accro, elle marche à l'envers. Elle est pleine l'été, elle est vide l'hiver. Pourquoi ? Parce que l'été, parce qu'elle marche en fait. Elle se recharge avec l'arrosage, avec l'activité agricole qui se passe au-dessus. Et donc, il y a énormément d'agriculture qui se fait sur la plaine de l'Accro. Donc, en été, par gravitation, les eaux d'arrosage
recharge la nappe alors que tout le reste du sud de la France est desséché. Et puis en hiver, c'est l'inverse parce qu'il pleut beaucoup et du coup, on n'a pas besoin d'arroser. Donc c'est une nappe qui est en tension quand même parce qu'elle dépend de l'activité humaine et elle n'est pas bien comprise sur son fonctionnement. Donc on a en fait demandé aux volontaires et à des nouveaux volontaires de compléter un réseau de piézomètres qui existait déjà, mais là ils ont réalisé leur propre piézomètre pour 45 € au lieu de, je sais plus, 550, je crois. Donc voilà, ils font les mesures chez eux, ce qui permet en fait d'alimenter une base de données qui, elle, est gérée par le syndicat de gestion de cette nappe. Et pour conclure, je dirais qu'en fait, l'Institut éco-citoyen, il est peut-être qu'il repose sur 3 pieds, mais il a 2 approches de la production de connaissances qu'il faut quand même bien différencier. C'est pas la même chose. Il y a une approche qui est relativement classique avec une équipe compétente en chimie de l'environnement, compétente en écotoxicité, en épidémiologie. Donc ça, c'est-à-dire qui est transversale sur les données de santé environnementale et qui permet de faire une courroie de transmission avec l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire d'avoir une force de frappe suffisante, parce qu'évidemment, à 10 personnes, on n'est pas omnipotent. Donc une équipe classique, avec un partenariat de recherche classique, c'est-à-dire ce qu'on voit un peu partout quand il s'agit du processus de recherche scientifique, une instrumentation et des méthodes scientifiques qui sont également... là, il n'y a rien de nouveau. C'est simplement, ça existe, c'est très bien, et c'est financé par la collectivité. C'est peut-être ça qui est nouveau. Mais en tout cas, l'approche, elle, n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est nouveau pour nous, c'est vraiment l'association des citoyens avec cette équipe-là pour pouvoir bénéficier de leur expérience, pour pouvoir bénéficier de leur présence continue. Quand il y a un accident industriel, ils sont là. Quand on a besoin de faire des études de transfert de polluants entre le sol et la plante, les jardiniers sont là. Voilà, donc il y a une disponibilité en fait des citoyens qui sont formés. Et puis, j'en ai parlé, l'initiative de recherche qui nous permet de s'assurer que ce qu'on fait en fait répond à des questions qui se posent là où on est. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est bien quand on raconte des histoires, ça permet vraiment de comprendre. Oui. Il y a plusieurs questions. Ah. Oula, il y a beaucoup de questions. Alors, on va commencer par madame. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et on va vous donner le micro. Jacqueline Collard, Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, vice-présidente de Santé Environnement France, qui est à Aix-en-Provence. Donc je suis très proche, dès le départ, du projet éco-citoyen. Et ce qui me semble, il y a un tout petit oubli dans ce que vous avez dit, c'est que c'est parti surtout des travailleurs des entreprises, parce qu'il y avait un taux de cancer suffisamment élevé et de problèmes de santé extrêmement graves. L'INCA avait d'ailleurs fait une étude sur le bassin de fosse, sur la présence importante de cancers variés sur ces industriels. Et c'est souvent dans les citoyens qui se sont mobilisés, des travailleurs de ces sites qui ont pris les choses en main. Moi, je les suis depuis très longtemps. Et vraiment, il y a une mobilisation, mais pour sauver leur santé et pour essayer de sauver aussi les sites industriels qui pouvaient être mis en difficulté. Parce que, bien entendu, les données qui étaient transmises, DREAL ou SPI, je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas, n'étaient pas visibles de la part des citoyens. Et c'est un peu cette insurrection interne citoyenne qui a été à l'origine. Et merci de ce compliment, parce que c'est vrai qu'on a dans l'histoire de l'industrie en France, voilà. On a aussi d'autres cas effectivement liés au risque professionnel qui à un moment donné amènent sur une dénonciation des atteintes à l'environnement et puis plus largement des citoyens. Tout à fait. Juste là, c'est tout à fait. Je pense que vous faites référence à la PCME, qui est de la médecine professionnelle, mais réalisée par les médecins généralistes. Donc là, on a une certaine indépendance. C'est vrai que c'est assez militant ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils n'ont pas eu de soutien. Et voilà. Mais ils nous ont appris
tout le volet sanitaire en fait qu'on a développé. Et puis la question de l'air a été développée par Atmosud, que je connais bien aussi, assez tardivement par rapport à la problématique. Ils n'ont pas vu tout de suite l'implication citoyenne qui était demandée et les questions de connaissances scientifiques qui étaient nécessaires pour aller plus loin. Donc merci à tous les chercheurs qui se sont impliqués après. Je donne la parole à Corinne, parce que ça tombe bien. Bonjour à tous, oui, je suis Corinne Thiévan, donc de la DREAL et du S3PY grenoblois. J'ai une petite question, moi. Est-ce que ça a un lien avec le dispositif Réponse ? On a accompagné le dispositif Réponse. Après, on n'a pas forcément le temps d'être constamment auprès du SPI, pour le coup. Mais on interagit avec le SPI et Réponse, qui est un dispositif de concertation directement appliqué aux citoyens sur site. Je pense qu'on peut le caractériser comme ça, c'est-à-dire qu'on demande aux gens leur peur, voilà, ce qu'ils pensent de l'environnement, et Réponse également transmet l'information d'amélioration, disons, industrielle. Voilà, il y a une facilitation de l'information. Et pas plus tard que le 10 septembre, on a fait une conférence débat avec Gwenaëlle Ourdin, que vous devez connaître, qui est directrice du SPI, sur les questions de pollution industrielle dans un contexte de transition industrielle. Et donc c'est à partir de Réponses aussi, parce qu'on compte sur les citoyens pour poser des questions que peut-être les experts n'ont pas, parce que eux-mêmes inscrits dans des silos. Ok, merci. Il y avait une autre question qui est là-bas. Merci. Marine Denis, Institut éco-citoyen Pays du Mont-Blanc. J'avais une question sur la participation des entreprises au collège entreprises. Est-ce que tu considères que ça a changé, qu'il y a eu un accès quand même, une facilitation d'accès aux données des entreprises du fait de leur participation dans ce collège-là ? Est-ce que donc c'est aussi vecteur d'espoir dans l'accès à la démocratie, à l'information ? Ça dépend comment on le voit. Tout à fait. Alors sur la démocratie, je ne pourrais pas me prononcer, mais en tout cas, oui, le fait que les industriels soient au conseil d'administration de l'Institut crée évidemment une proximité et une confiance, parce qu'ils voient comment sont faites les choses, comment sont prises les décisions. Et du coup, alors, comment les industriels font partie de ce conseil d'administration ? C'est à partir d'un syndicat. Et donc qui rassemble 80% des industries du Golfe, ce qui facilite beaucoup les choses. Donc à travers ça, effectivement, on a accès beaucoup plus facilement que n'importe quelle association de défense de l'environnement ou citoyens, citoyennes, aux données de surveillance, voilà, parce qu'il y a aussi des clauses de confidentialité, même si la DREAL peut recevoir ces données-là, ça reste quand même dans un... voilà. Mais pour répondre à ta question, effectivement, le fait de mêler en fait, les acteurs dans une même démarche, tout en respectant les frontières, parce que voilà, les citoyens ne sont pas des experts, les experts sont peut-être des citoyens, mais ce n'est pas des élus, etc. Et les élus eux-mêmes ne sont pas experts. Et chacun a sa place, mais tous autour de la table pour pouvoir justement échanger et avoir se porter à connaissance en fait, de ce qui existe et de ce qui manque. Céline Cholez, enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble. Merci pour votre présentation et effectivement cette histoire vraiment intéressante de votre démarche de partir aussi des demandes citoyens. Du coup, je voulais revenir sur l'histoire de la couleur de l'eau. Oui. Parce qu'en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai un petit peu abordé ce matin, mais qui me semble super important. Est-ce que vous avez répondu à la question de la pollution du bassin ? Mais en fait, la question qui vous est posée, elle concerne aussi une façon de mesurer. Ouais. C'est-à-dire que les citoyens arrivent avec leurs mesures. Et eux, ils mesurent une couleur. Ouais. On l'a dans des tas de cas, dans la qualité de l'air, c'est des odeurs. Enfin voilà, on sait que les citoyens ont des tas de façons de mesurer. Et une façon aussi de répondre à la demande, c'est aussi de parler de leur façon de mesurer. Ouais. Du coup, je voulais savoir ce que vous aviez fait de la couleur. La couleur, en fait, la réponse était trop simple.
parce que ArcelorMittal produit du rouge et du noir, qui fait aussi du marron parfois, parce qu'il y a des tas de charbon et des tas de minerais de fer. Et en fait, c'est le vent, qui est l'envol de poussière qui ne se voit pas toujours, en fait. Et alors, il y a ça, et il y a aussi le fait que par Mistral, on a ce qu'on appelle le tapis roulant, qui est une remontée d'eau froide le long du littoral, et qui peut aussi remettre en suspension certains polluants. Donc, pour la couleur, bon, on pouvait leur répondre tout de suite. Ça aurait été dommage. Enfin, on leur a répondu tout de suite, mais ça aurait été dommage de s'arrêter là. Voilà. Mais effectivement, c'est l'une des premières mesures, et il est important d'y répondre. Tout à fait. On va prendre 2 questions, réponses courtes. Je me permets, j'ai le micro, du coup, je le garde. Céline Lutoff, enseignante-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes aussi. J'ai une question sur l'Institut en lui-même. Quel est votre statut ? Associatif. Okay. Voué d'ailleurs à évoluer, pourquoi pas. Hein, mais là, pour l'instant, c'est associatif. Et puis on a une question là-bas, et après on s'arrêtera. C'est la même question que tout à l'heure. Que l'expérience de Beyrouth. En fait, ici, on a un SPI. Très intéressant, il se passe beaucoup de choses, on y est présent. Est-ce que c'est un mode d'emploi pour créer une structure équivalente ici? On est sur un territoire industriel où en gros on a à peu près tous les risques, sauf la submersion marine et le volcanique. Donc je me dis, pour restaurer la confiance entre monde économique et population qui est très fortement abîmée, est-ce que ça peut pas être un outil à côté de l'institution publique? Et si oui, votre mode d'emploi, il faut lire vos statuts? Votre site internet? Non, il faut venir nous voir et puis on discute. C'est un processus de long terme. Mais alors, est-ce que le SPI peut être le support d'un institut éco-citoyen? Je ne crois pas. Ce pas les mêmes missions. Non. Mais par contre, s'il y a un institut secret quelque part, il doit être en lien avec le SPI. Voilà, on cède. C'est une mutualisation des missions qui permet en fait d'améliorer les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, à Faisin en cours, oui. Mais il y a un institut qui a été créé dans la vallée de l'Arve. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, en fait, on sent dans nos questions que la question centrale qui fait la force de votre projet, c'est la gouvernance. Et moi, j'ai envie de vous poser une question vraiment de mécanique. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Est-ce que on entend, en tout cas, on entend de l'énergie à travers ce que vous dites, et certainement il y a des choses qui se passent, il y a de la production. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour embarquer ces différentes couleurs? Céline parlait de couleurs, mais ces différents acteurs, c'est vraiment de la gouvernance multi-acteurs, avec des enjeux différents. Est-ce que vous avez des commissions? Est-ce que vous avez des groupes de travail? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tout le monde quand même arrive à se parler et à partager une connaissance à minimum commune? Je pense que là, ça n'a rien à voir avec l'Institut. Je pense qu'il y a une maturité des esprits dans cette région-là, une conscience du fait que de toute façon l'environnement il est pollué, donc on va rien leur apprendre. C'est pas ça le scandale en fait pour eux. Le scandale c'est par exemple une décision qui vient de nulle part, qui n'est pas justifiée. Par exemple le fait qu'effectivement il y a une torche ou plusieurs qui se déclenchent et qu'on n'en parle pas, ou bien qu'on dise que cette torche est un élément de sécurité. C'est-à-dire qu'on renverse un peu le message. C'est ça qui est exaspérant. Qu'on leur dise quand, je ne sais plus combien, je crois que c'est 250 mètres cubes de chlorure de fer sont envoyés à la mer, qu'il n'y a pas de problème, tout est prévu. Ce type de message-là est exaspérant. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas forcément vrai. Et là, le doute commence à s'instiller. Donc la maturité, elle est là. Et quand vous rassemblez les gens sur un mode d'échange objectif, qui est la méthode scientifique, qui est le résultat scientifique expliqué par la méthode, c'est-à-dire qu'une étude ne répond pas à tout. Quand vous avez ce type de démarche-là, c'est-à-dire quand vous branchez les scientifiques avec les politiques citoyens, industriels, enfin le territoire, alors ça se passe bien quand il y a cette maturité-là. Parce qu'enfin, voilà, on ne va pas se raconter de bêtises, quoi. Et les industriels eux-mêmes n'ont pas ce discours au sein du conseil d'administration. Peut-être que dans la communication extérieure, c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, c'est effectivement, ils ont des installations dangereuses. Il y a des réglementations pour ça et elles ne sont pas sorties de nulle part. Donc
Donc voilà, il y a un langage de vérité qui fait que ce soit à l'Institut, au SPI, à Atmosud, ces structures fonctionnent à l'intérieur. Maintenant, il faut les alimenter. Voilà, il faut de l'argent. C'est peut-être ça le principal problème. Mais en tout cas, même le conflit, je parlais du conflit au sein du conseil d'administration, c'est-à-dire que les intérêts sont divergents. Voilà. Ils sont divergents, mais tout le monde sait que, enfin, les associations de défense de l'environnement savent très bien que sans ArcelorMittal, c'est plus la même région, c'est plus la même richesse. Donc en fait, ce dont ils bénéficient, voilà, on ne peut pas tirer un trait là-dessus. C'est cette conscience-là qui est à l'œuvre, je pense. Et en termes d'action politique, c'était les politiques, du coup, ça peut... Ah oui, oui. Alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais alors à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Ça sert déjà à connaître. Comment dire? On s'inscrit dans le PCAET, par exemple, de la métropole Aix-Marseille-Provence. On anime l'Observatoire du Golfe de Fos, qui est une structure de suivi de l'état du milieu marin et de ses interfaces, c'est-à-dire des sols qui ruissellent, chargés éventuellement de polluants. Donc en fait, c'est un observatoire qui lui-même fait l'intégration, mais sur un espace restreint, mais qui travaille du coup pour la métropole, l'agence de l'eau, le Grand Port Maritime et la région. Voilà, donc on s'inscrit dans des politiques publiques, dans des systèmes de gestion des politiques publiques, dans des dispositifs de suivi, pas forcément réglementaires, mais en tout cas qui peuvent renseigner la décision politique et qui peuvent comprendre ce qui se passe, et notamment dans le calcul, par exemple, de tout ça dans un indice de vulnérabilité, ce qui pourrait parler plus à un élu que 60 microgrammes par mètre cube d'arsenic, ou par litre. Il y a encore des perches qui sont lancées. Là, la discussion pourrait se poursuivre encore beaucoup. Je vous propose qu'on la poursuive peut-être en plus petit comité autour d'un café, d'un jus de fruits. On se prend une petite pause.